Bonjour et bienvenue dans Jamais sans mon livre sur Dialna, le podcast qui parle de littérature du point de vue des racisés. C'est donc notre grand retour après une longue pause amplement méritée. Et on s'est lancé dans quelques petits changements pour ce podcast. En effet, on est venu squatter le superbe studio Majorel, dans lequel nous faisons déjà nos conversations Dialna, pour lancer une vraie discussion avec nos invités autour du livre, de la littérature et de notre place dans ce domaine. Donc pour le 45e épisode et le premier épisode de la saison, nous recevons Sarah, que vous connaissez certainement déjà, puisqu'elle a un compte Instagram et surtout une chaîne YouTube dédiée à la littérature arabe, appelée The Arabic Novel. Donc on a eu envie de discuter bouquin avec elle, littérature. Et pour ce numéro, Sarah nous a ramené sa lecture du moment, qu'elle vous présentera dans quelques minutes. Il s'agit de La guerre d'Algérie, le sexe outragé, de Todd Shepard et Catherine Brun. C'est un essai qui traite de l'hypersexualisation d'un conflit comme tactique de domination. Tout un programme. On vous remettra la référence de cet ouvrage et de ceux dont on parlera en description de l'épisode et bien sûr sur notre site dialna.fr, en plus des photos. Pour le moment, place à Sarah dans Jamais sans mon livre. C'est parti. Bonjour Sarah, bienvenue. Bonjour à tous. On est ravis de t'avoir pour ce premier numéro de la saison. Alors rapidement, avant de commencer la discussion autour du livre, est-ce que tu pourrais te présenter et dire quelques mots sur ta chaîne YouTube notamment, qui est assez remarquable ? Alors tu l'as très bien fait, donc je tiens un compte Instagram et une chaîne YouTube qui s'intitule The Arabic Novel et qui traite de la littérature arabe en général et de toutes ses influences. Voilà. Et pas que de littérature d'ailleurs, puisque récemment tu as fait quelques vidéos sur certaines divas du monde arabe. Oui. J'ai adoré et que je vous conseille vraiment. Ça donne envie de les réécouter tout de suite après en fait. C'est vrai, c'est gentil. Alors je vais te demander déjà de présenter le livre dont on a parlé en introduction, que tu lis en ce moment, c'est ça ? Pourquoi tu as choisi ce livre en particulier ? Pourquoi tu as choisi de le lire à ce moment-là ? Alors moi j'ai joué le jeu, tu m'as demandé ma lecture du moment, j'ai ramené vraiment ma lecture du moment. Et en fait pour la petite histoire, je viens de terminer le dernier Yasmina Khadra, le sel de tous les oublis que tu as dû voir passer. Que j'ai acheté mais que je n'ai pas encore lu. Shame on you. Il est sur la longue pile. Et il traite entre autres on parle de l'Algérie post-coloniale, donc l'Algérie vient de décrocher son indépendance et Adam, le protagoniste, perd sa femme qui le quitte brutalement et c'est la déchéance en fait. Il se perd complètement jusqu'à un point qui devient critique, je vais pas te spoiler. S'il te plaît, non. Et en fait ça m'a donné envie, Yasmina Khadra a vraiment mis en lumière la place de la femme dans les sociétés arabes, notamment en Algérie. À cette période, justement, cette période de guerre post-coloniale, et j'avais envie d'étudier, d'en savoir plus sur ce sujet, sur la place. Loin, ouais, vraiment. Et du coup, j'ai fait mes petites recherches et je suis tombée sur cet ouvrage et qui explique très bien comment le conflit a été féminisé. Tu dois sûrement le savoir, mais si tu connais l'orientalisme, etc. Donc toute cette notion d'utiliser des clichés pour catégoriser une partie de la population. Le fer de lance de tous ces clichés-là, c'est la femme en fait. C'est regarder la femme qui porte un voile comme elle est différente des femmes de chez nous en Occident. Et du coup, ça pour humilier davantage. Et vraiment, à cette époque, la femme, l'honneur d'un homme, c'était sa femme. Et du coup, ça retrace tout ça, comment cette guerre a été féminisée, entre guillemets, comment le sexe a été instrumentalisé. Donc je trouve ça passionnant. Bon, après, ça a l'air, c'est costaud, faut s'accrocher. Par contre, c'est pas le sujet le plus léger qui soit, mais c'est ça. Mais du coup, justement, tu lisais un roman, t'as eu envie de passer, d'en savoir plus sur le sujet, t'es passé à un essai. Comment ça se passe en général ? Comment tu choisis tes prochaines lectures ? Est-ce que tu as déjà une liste établie et un fichier Excel que tu respectes à la lettre ? Est-ce que c'est un peu par hasard, tu pioches un livre sur tes étagères ? Comment tu enchaînes tes lectures ? Alors moi, je suis pas du tout derrière, tu sais, tout ce qui est rentrée littéraire, nouvelle sortie, à part quand c'est Faiz Again ou Yasmina Khadra. Mais en général, j'y vais un peu au feeling, et puis c'est une lecture qui en amène une autre en fait. Donc là, en l'occurrence, pour Yasmina Khadra, j'ai eu envie d'en savoir un peu plus sur ce contexte particulier-là. Donc, c'est vraiment au feeling. Est-ce que tu essayes d'alterner parfois là, c'est l'inverse. Tu as lu un roman, ensuite un essai. Mais si tu lis, je sais pas, 2-3 essais à la suite, est-ce que tu dis, c'est est-ce trop qu'à un moment tu costaud. dis c'est beaucoup trop léger, c'est beaucoup trop lourd, pardon. J'ai besoin d'un roman, même si le thème est pas forcément léger, mais la lecture, l'exercice serait un peu plus facile. Est-ce que tu tiens compte de ça ? Est-ce que tu alternes homme-femme dans tes lectures ou pas du tout ? Et c'est vraiment le mood du moment qui va décider. Ce que je fais en général, c'est que je lis plusieurs livres en même temps. C'est pour ça que je t'ai ramené le second livre que je lis.
et là qui parle pas du tout de littérature arabe, mais c'est Les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, que tu dois sûrement connaître. Mais j'ai pas lu. Et mais c'est extraordinairement bien écrit. Chaque phrase est une poésie infinie, donc tu te dis c'est une sacrée claque en termes de littérature, pardon, c'est vraiment... Donc je prends quelque chose de plus poétique et quelque chose d'un peu plus lourd, un peu plus costaud. Et alors justement, t'anticipes mes questions, mais moi je sais que je suis incapable, même si par la force des choses, parce que à cause du travail, etc., il y a plusieurs choses à faire, donc je commence un peu à essayer à lire 2 livres en même temps, je ne vais pas me lancer dans plusieurs. Et en fait, en général, oui, ça va être un essai, quelque chose de plus scientifique, entre guillemets, et à côté, un livre un peu pour le loisir, donc c'est souvent un roman. Mais malgré tout, j'ai du mal. Je sais que, en fait, je vais laisser pas tomber, mais je vais mettre de côté le livre fun, entre guillemets, pour me concentrer sur le livre qui demande un peu plus justement de concentration et d'intérêt. Est-ce que toi, tu as pour habitude depuis longtemps de lire plusieurs livres en même temps, voire plusieurs romans en même temps? Est-ce que tu arrives à suivre? Tu ne te perds pas? Comment ça se passe pour toi? Je suis quelqu'un d'assez discipliné, donc je me force en fait à lire 100 pages de livres par jour. Ah oui. Donc soit 50 le matin, un planning 150. Établi. Et je me dis, ça te fait gagner énormément en compétences en termes d'écriture ou de concentration. Donc vraiment, depuis plusieurs années, je m'astreins à le faire et puis ça devient une habitude. Et plus tu vas lire rapidement en fait. J'en suis venue à faire de la lecture très rapide. Parce que dans un mot, il suffit que je lise les premières syllabes pour savoir ce qu'est la fin du mot. Du coup, je lis extrêmement vite. Ça me fait gagner du temps. Alors justement, mais voilà, mais c'est très bien. Tu avais parlé de ça dans une de tes stories justement sur Instagram et ça m'avait percuté parce que, alors moi, ça tout de suite m'est revenu en tête des images, on a dû voir ça, tout le monde à la télé, de concours un peu de lecture rapide où les gens feuillettent les pages hyper rapidement et je me disais, mais non, mais ils bluffent en fait, ils lisent pas, c'est pas possible, tu vois, tu ne veux pas lire comme ça aussi vite. Et je me disais, mais est-ce qu'il n'y a pas une frustration? Donc voilà, tu viens d'expliquer que tu lisais le début du mot et tu comprenais, en fait, c'est de l'anticipation. C'est ça, c'est de l'anticipation. Et tu sais, il y a beaucoup de descriptions aussi, donc parfois tu vas oui, très vite. Ça peut arriver effectivement sur certains livres où, bon, bah voilà, d'écrire pour une les table, essais, voilà. Impossible. Ouais, c'est ça. Parce Impossible. que même pour la littérature, quand c'est un peu poétique, etc., est-ce qu'on perd pas, tu sais, du côté charme. vraiment sensation, quoi, de l'expérience de la lecture quand on lit de cette manière, en fait. Parce que la poésie, la beauté d'un certain style d'écriture, bah, des fois, en fait, nécessite de prendre son temps, de digérer aussi la formule, etc. Et dans cet exercice de lecture rapide, est-ce que, c'est pas du tout une critique, mais c'est vraiment une question que je me pose, est-ce qu'il n'y a pas un côté frustrant à pas se donner le temps, justement, de flâner autour du livre et du texte? Ce que je fais en général, comme je te le disais, quand tu lis, plus tu vas lire vite. Une fois que j'ai compris le sens de la phrase, si j'ai vraiment trouvé ça beau, je vais le relire. D'accord. Et je vais apprécier. En fait, c'est plus intuitif. C'est ça. Ok, je comprends. Mais c'est intéressant, faudra que tu m'apprennes un peu ça. Donc on parlait, toujours dans l'idée de parler des livres qui t'attendent. Comment tu consommes? C'est pas un beau mot pour la lecture, mais est-ce que tu as chez toi des piles de livres non lus qui s'accumulent, comme chez moi, ou est-ce que tu achètes au moment où tu as besoin ou envie de lire tel livre? Non, je suis une hyper consommatrice. J'ai des piles qui s'étalent et... Partout, il y a des livres partout et ça plaît pas forcément à mon conjoint, mais c'est comme ça. Il faut qu'ils acceptent. C'est ça. Donc ouais, je suis une hyper consommatrice. J'achète, je vois quelque chose. En plus, sur Bookstagram, je vois des livres à longueur de journée que je mets dans ma wishlist. Il y en a que j'achète tout de suite, que je commande. Je dirais pas sur quel site parce que je vais me faire lyncher. Mais... c'est le mal, mais des fois ça aide. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu as du coup toujours aimé lire? Est-ce que tu as toujours été une grosse lectrice depuis que tu es enfant? Et comment ça s'est passé quand tu étais jeune, en fait, quand tu as appris à lire? Pour la petite histoire, comme beaucoup d'entre nous, de personnes de chez nous, on allait en Algérie, au Maghreb, pendant les grandes vacances. Et un été, on n'y a pas été. Et ma mère m'a emmenée à la bibliothèque. Elle m'a dit, écoute, prends ce que tu veux, ça t'occupera, on part pas en vacances. Et j'ai pris un livre de Jack London, L'appel de la forêt. Et ça m'a bouleversée en fait. J'ai lu ce livre et je l'ai relu et il y a eu une sorte de déclic en moi.
il y a cette quête de la liberté qui m'a... Je sais pas si tu l'as lu ce livre-là, mais... Oui, j'ai lu le lire étant jeune, ouais, ça me dit vaguement quelque chose. Ouais. Et je pense que c'est un livre qui fait aussi l'unanimité. Il y a beaucoup de jeunes qui ont adoré ce livre-là. Et en fait, ça a vraiment... Il y a eu un déclic. Pour le coup, c'est pas de la littérature arabe, mais la littérature arabe est venue avec le temps. Mais le déclic s'est fait avec ce livre-là. Et... Du coup, ça a remplacé un peu le voyage géographique que tu n'as pas fait pendant les vacances. Ouais, un autre voyage plus loin. Et c'est ma sœur qui me disait récemment, Sarah, tu te souviens quand on était petite et qu'on allait au bled et que tu étais dans la voiture et t'écrivais des histoires? Et je lui dis oui, je me souviens. Finalement, ça fait partie de moi. Je pense que c'est une passion. Ça a toujours été lié, du coup, l'écriture et la lecture. Pour toi, ça allait de pair. Moi, je pense que tout lecteur est écrivain. Je pense vraiment qu'on peut tous, une fois qu'on apprécie la littérature, on peut tous écrire. On discutera de ça après. Mais non, mais c'est intéressant parce que on dit souvent que pour apprendre, entre guillemets, à écrire, disons, il faut avoir lu beaucoup pour se familiariser avec des tournures assez particulières, un stylistique, etc. Et pourtant, il y a certaines personnes qui se lancent dans l'écriture, ne sont pas forcément de grands lecteurs, voire même arrêtent de lire pendant le moment où ils sont vraiment dans l'exercice de l'écriture pour pas être influencés. Je sais que tu as déjà dit également dans tes stories que tu étais en train d'écrire un livre, donc on ne dévoile pas des choses inédites, mais est-ce que pendant le moment où toi tu es en train d'écrire, tu t'astreins de toute lecture ou pas? Non, pas du tout. Je lis en parallèle pour m'imprégner des différents styles. Et d'ailleurs, le livre de Yasmina Khadra m'a mis un sacré coup au moral parce que je venais de terminer mon manuscrit et puis j'ai commencé à le lire et je me suis dit oh non, il faut que je me relise. C'est du trop haut niveau, c'est pas possible. Ouais, donc il y a forcément toujours la comparaison un peu qui se fait. Ah oui. Et puis il y a un syndrome aussi de l'imposteur qui est énorme et tu te dis pourquoi moi, pas les autres. Ouais. Et ça rejoint la conversation qu'on a eue juste avant. Donc tu racontais comme ça dans ton enfance, tu as découvert certains ouvrages en allant à la bibliothèque. Est-ce que tes frères et sœurs autour de toi lisaient beaucoup ou peut-être tes parents? Je sais que c'est pas toujours fréquent pas du tout, dans les personnes issues de l'immigration maghrébine. Malheureusement, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient illettrées, mais c'était pas le cas de tous. Est-ce qu'il y avait une bibliothèque chez toi, ce genre de choses ou pas du tout? Mais moi, je suis l'aliène de ma famille. T'es la seule vraiment à être tombée, je sais que parfois j'envoie des livres à mon frère et il me dit tu me feras un résumé. Donc non, je suis vraiment une alien. Et du coup, comment réagissaient tes parents, tes frères et sœurs, voire même tes camarades à l'école? Les parents sont contents de voir qu'un enfant s'auto-occupe. Oui. Quand un enfant lit dans un coin, ils sont contents, on n'a pas à s'en occuper. Fait pas de bruit, c'est ça, exactement. Pas de bruit surtout. Mais du coup, est-ce que voilà, certaines personnes te disaient pas, mais pourquoi tu lis autant? Je sais que moi, j'ai entendu, alors encore une fois, c'est pas une grande majorité, bien entendu, mais c'est aussi des choses qui m'ont fait faire ce genre d'initiative, comme ce podcast, de me dire, mais en gros, je schématise beaucoup, mais c'est un truc de blanc de lire. C'est ce que j'allais te dire, en fait. Et moi, j'ai beaucoup souffert de ça quand j'étais ado, c'est qu'on me disait, mais tu te prends pour une blanche. Et ça m'a beaucoup... Ça fait partie de mon identité, la lecture. C'est pas une histoire de pseudo-race ou quoi que ce soit, c'est une passion. Et ça m'a beaucoup, beaucoup impactée. En plus, ça dit beaucoup de l'image qu'on a de nous en tant que groupe, de se dire que finalement, l'art, la culture serait étranger à notre communauté, ce qui est complètement... on en revient du coup au choix de ta chaîne YouTube et comment tu as voulu mettre en avant cette littérature arabe. Est-ce que déjà tu as découvert ces auteurs-là très tôt dans ta vie? Parce qu'à l'école, clairement, on ne nous enseigne pas les auteurs maghrébins, encore moins issus du Moyen-Orient. Donc c'est forcément une recherche personnelle qui s'est mise en place. Comment toi, tu as eu envie de commencer à découvrir ces auteurs et comment tu les as découverts? Parce que ce n'est pas forcément facile d'accès. Maintenant, avec Internet, ça l'est un peu plus, mais à une certaine époque, ça l'était moins. Comment tu t'y es mise? Je te le disais hors podcast, mais Faiz Again, ça a été un déclic pour moi pour ça. Parce qu'en fait, tu te dis, mais elle est comme moi. C'était une représentation, une sorte de modèle, et ça a apaisé toutes ces moqueries que j'avais reçues. Oh, tu te prends pour une blanche? Bah non, Faiza, elle l'a fait. Donc je suis pas toute seule. Et c'est pour ça que ça rassure, en fait. Ouais, ça rassure. On a besoin, et c'est pour ça que j'ai créé justement mon compte autour de ça, c'est qu'on a besoin de personnes qui parlent de ça pour qu'on puisse s'identifier. D'où le choix de The Arabic Novel comme thématique du compte Instagram et de la chaîne YouTube. Et alors, comment t'es arrivée à cette littérature-là? Alors, on dit littérature arabe, c'est extrêmement vague, oui. C'est vraiment un terme générique. Mais quels ont été, je sais pas, les premiers auteurs du coup que tu as lus qui t'ont donné envie d'en lire plus? Les portes d'entrée un peu sur cette littérature?
Les premiers auteurs, je vais pas. En général, ce sont souvent les mêmes, mais... C'est les mêmes, ouais. Ça a été, pour le coup, ça a été Yasmina Khadra énormément. Amin Malouf, oulala, j'ai oublié Amin Malouf. Voilà, c'est surtout à lui auquel je pensais. Oulala, j'ai pu l'oublier. Ils ont ce don, en fait, de mêler toute la poésie de la littérature arabe, des structures de phrases aussi, avec la langue française, et c'est divin. Même en arabe, tu pourrais pas avoir le mélange des deux, en fait, est divin. Et du coup, c'est très appréciable, et ça fait écho en moi en termes d'identité, en fait, de me dire, j'ai la langue française et les structures arabes qui sont aussi en moi, et je les retrouve chez ces auteurs-là. Et du coup, tu lis en arabe ou pas du tout ? Je lis en arabe, mais je peux pas lire rapidement en arabe. Ouais, j'imagine, ouais. Et la langue française est tellement belle aussi que je m'en prive pas. Je préfère lire en français. Et alors, dans cette recherche du coup, cette nouvelle littérature pour toi que tu découvrais au fur et à mesure, est-ce que tout de suite, tu as eu en tête l'idée de te dire, il faut aussi que je découvre des auteurs, des autrices femmes, ou est-ce que c'est venu en second plan ? Il y avait d'abord le côté, je veux me réapproprier cette littérature qu'on m'a pas enseignée finalement et que je redécouvre, en laissant de côté l'aspect genre, parce qu'il y a surtout cette origine-là qui prend le devant, ou est-ce que tout de suite tu t'es dit, mais il me faut aussi des femmes en fait ? Non, pour le coup, j'ai tout lu. Tout ce que je pouvais trouver sur le sujet. Tu faisais pas de différence. Je faisais pas de différence, clairement pas. Et du coup, quelles sont les autrices qui t'ont impacté dans cette littérature que tu découvrais ? Ça va beaucoup être des autrices algérienne, mais Assia Djebar aussi. Voilà, c'est normal. C'est normal. On ne peut pas en parler. Mais c'est vraiment le genre de livre, tu les ouvres et tu te dis, waouh, moi j'essaye d'écrire, mais pourquoi ? Elle a déjà tout dit. Oui, non, mais clairement, il ne faut pas se comparer à Assia Djebar si tu écris, parce que on ne peut pas faire aussi bien, c'est évident. Mais ouais, moi je sais que c'était une des premières femmes que j'ai lues et que j'ai découvert en plus hyper tardivement. Parce que bien qu'elle ait été à l'Académie française, donc on peut imaginer qu'on est censé l'enseigner et l'apprendre aussi à l'école, et en fait, pas du tout. Et puis, il y a aussi beaucoup les auteurs libanais qui maîtrisent le français et l'arabe aussi, comme Oda Barakat, que je ne sais pas si tu la connais. Et c'est d'une poésie, c'est très sensuel, son écriture est très sensuelle aussi. Donc c'est tellement... c'est une... qui est libanaise aussi, qui est franco-libanaise. Oui, du coup, l'utilisation de la langue française, elle est liée aussi à l'histoire. Et en général, dans tes vidéos, quand tu parles d'un roman ou d'un auteur, voire même de ces divas de la musique arabe, tu contextualises beaucoup. Et c'est aussi ce qui est intéressant, je pense, parce que très souvent, on entend ces noms, on entend ces auteurs, mais on ne sait pas forcément d'où ils viennent exactement et de quel contexte ils viennent. C'était important pour toi d'allier les deux et de ne pas juste parler de littérature ? Tu parles des vidéos des auteurs que je fais ? Oui, parfois, quand tu as fait une sur le Liban, il me semble, sur l'Algérie, tu contextualises aussi quand même pas mal sur ce qu'a été l'histoire du pays ou du moment où l'auteur a écrit son livre. Il faut comprendre ce qui a forgé l'auteur, ce qui l'a poussé à écrire aussi. Il faut comprendre ses racines, c'est très important. Et du coup, quels sont les retours que tu reçois par rapport à la création de cette chaîne et aux différentes vidéos que tu fais ? Les gens sont très contents parce que j'essaie d'en parler sous forme d'histoire. En fait, je raconte les histoires de ces auteurs-là. Je ne parle pas que technique, syntaxe ou autre, mais vraiment, je raconte leur vie, je raconte leur histoire. Du coup, je pense que tu regardes les vidéos. Tu me diras si c'est agréable ou pas d'avoir ce format-là. Moi, je trouve que c'est justement beaucoup plus intéressant d'avoir tout l'environnement, tout le contexte, et ensuite de plonger vraiment dans pourquoi tu as aimé ce livre aussi, parce que on parle de noms assez connus, mais peut-être que certaines personnes n'ont jamais lu ces auteurs-là. Et puis ensuite, tu parles aussi d'autres auteurs peut-être un peu moins connus du grand public. Donc, de toute façon, ça sera toujours une découverte, mais en gros, ça coûte rien de rappeler aussi le tout et de donner envie d'aller plus loin que les auteurs dont tu parles. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le sens. Ouais. Ce dont je suis très fière, c'est que je me rends compte en termes de suivi que je ne suis pas forcément suivie que par des gens de ma communauté. Je touche des gens. Ça dépasse aussi. Tu as des personnes de toutes les origines et tu te dis c'est assez touchant. Tu as des gens qui me suivent, qui parlent anglais, qui essayent d'apprendre le français aussi. Donc je trouve ça assez mignon. Ouais, c'est intéressant ça du coup. Est-ce que tu as comment on peut dire ça ? Oui, un rituel en fait de lecture. Est-ce qu'il y a un moment dans la journée, tu disais tout à l'heure que tu t'astreins à lire 100 pages ou 50 pages par jour. Du coup, est-ce que c'est plutôt, tu lis le matin au réveil devant ton café ou plutôt le soir avant de dormir ? C'est le matin. Est-ce que tu as un lieu chez toi propice où tu peux lire dehors, dans les transports, dans un café ? Non, c'est vraiment au petit matin parce que j'ai un cerveau hyper actif et du coup, le matin, je suis encore endormie et je peux apprécier les mots. Donc vraiment au petit matin...
Du coup, seul, sans bruit autour Ouais. ou avec de la musique ou pas forcément? Non, seul, vraiment seul, Ok. sans bruit, sans enfant, sans rien. C'est vraiment la lecture en mode on est dans sa cave et Et on... ce qui est drôle, c'est que en fait, tu sais, nous sommes des êtres de mime et je vois ma fille, qui est toute petite, qui prend des livres et qui fait reproduit. comme maman et qui fait des sons pour faire comme si elle lisait. Du coup, c'est trop chou. Bah, oui, on dit souvent que pour donner envie et donner le goût de la lecture aux enfants, il faut déjà Il faut le faire soi-même lire soi-même. et que l'enfant le voit tout simplement, voit aussi le plaisir que ça procure. Est-ce que tu arrives à lire en dehors de chez toi, en dehors de ton cocon? J'essaie de lire dans les transports aussi, il faut bien capitaliser sur ce Ouais, temps-là. exactement, ouais. Si j'écoute pas les podcasts d'Yalna, bah voilà, je lis. Et du coup, comment dire, quand tu croises des gens qui lisent, moi je sais que voilà, dans les transports, le métro, c'était un des endroits quand j'arrivais à avoir une place assise, où j'arrivais à lire et ben, vraiment à m'isoler, à faire abstraction du trajet, des gens, etc. Et être vraiment dans ma bulle. Et puis parfois, on a toujours un truc qui te fait ressortir de ta lecture et tu constates que sur les 4 places autour de toi, enfin les 3 places autour de toi, les 3 autres personnes ont un livre. Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu te dis, tiens, on fait C'est partie une sorte du de même club, un cercle peu des intime, drogués, ouais. drogués de la lecture qui lisent n'importe où? Est-ce que tu as ce genre de réaction? Ce que j'aime bien, c'est regarder ce que les gens lisent. Je Ouais. suis toujours, j'ai les yeux qui scrutent un peu ce qui se passe autour, mais maintenant les gens sont surtout sur leur téléphone, Ouais. j'ai envie de dire, Et plus sur les livres. parfois, ils lisent sur leur Sur leur téléphone, mais du coup, on téléphone, sait mais pas forcément. Ouais. je sais pas pour toi, mais lire sur un téléphone, c'est tellement désagréable. À Mm. part quand c'est en langue étrangère où tu peux chercher des mots en Moi, cliquant je n'y dessus. arrive pas. T'es aussi de la vieille école. J'ai une dizaine Voilà, de je livres comprends. là-dessus, mais en fait, je n'arrive pas à le lire vraiment, mais je suis âgée. Du coup, tout ce qui est tablette, tout ça, écran, pour Ah non. lire, toi, c'est... Non, moi j'ai besoin de l'odeur du papier, je sens les livres, on me prend pour une folle, mais l'odeur de l'encre et tout, j'adore. Et est-ce que tu prêtes tes livres? Non, mais tu sais que j'ai horreur de ça. C'est-à-dire que quand on vient chez moi, on voit ma bibliothèque, on me dit je peux te le prendre, je suis là, non, mais je veux pas, mais tu le prêtes quand même. Il faut que j'apprenne à dire non. Justement, j'ai une discussion avec donc Nora, l'autre cofondatrice du magazine, et je lui disais, mais tu te rends compte, j'ai prêté tellement de livres, et moi, je prête les livres que j'aime, parce que les livres qui m'ont pas interpellée, finalement, j'ai pas envie qu'ils n'interpellent pas les autres, tu vois, donc je prête vraiment les livres qui ont compté. Et malheureusement, beaucoup d'entre eux ne sont pas revenus. D'ailleurs, si vous écoutez et que je vous ai prêté un ou plusieurs livres, il y a quelques mois, quelques semaines, quelques Rendez les années, livres. rendez-les-moi. Parce qu'autant pour certains, je sais très bien qui les a, je vous retrouverai. Mais- Et pour d'autres, je ne sais pas. Et Ah, mais je c'est comprends. vraiment horrible de se dire, moi, j'ai besoin de savoir qui sont là, en fait. Je Même si préfère je les relis pas. offrir et Oui. garder mes livres, surtout que je sais pas pour toi, mais moi j'écris dessus. Pas Je, tout le je temps. surligne. Sur les essais, les trucs un peu Un peu plus lourds, costaud, je surligne, j'écris. Ouais, mais les romans, moins. Mais oh non, c'est non. trop C'est vicieux. douloureux, en fait. C'est douloureux, Ouais. c'est une séparation. C'est Je comprends tout à fait. Et du coup, on arrive quasiment à la dernière question. Alors, quel est ou quels sont? On va pas c'est difficile limiter à comme un parce question. que je sais très bien que moi, c'est impossible. Quels sont les 2, 3, 4? On va quand même se limiter un peu. Livres vraiment tes livres de prédilection. Ceux dont tu parles constamment aux gens autour de toi, ceux que tu conseilles quand quelqu'un te demande que tiens, conseille-moi un livre à lire. Donc forcément de littérature arabe en tant qu'affaire. Mhm. Voilà, quels sont ceux qui pour toi sont incontournables quand on veut s'intéresser à cette littérature? Encore une fois, c'est vague. Il y en a beaucoup, mais je pense que Samarcande de Amin Malouf, tu l'as lu? Ouais, moi, il est dans mon top 5 à vie. Ah non, mais c'est incroyable. Et en plus, Celui-ci, il est- c'est... Oh là là, vraiment, allez le lire. Je vais pas en parler parce que sinon je vais spoiler tout le livre, mais c'est... Ah non, c'est un incontournable. Et Amin Malouf le fait tellement bien. Donc tous les... il a ce truc, je me permets de te couper, mais parce Oui. que Amin Malouf, c'est... Voilà, il le sait pas, mais je l'aime, vraiment beaucoup. Je sais que je l'ai rencontré et que j'ai pas pu lui parler. C'est vrai? Non, T'étais j'étais là impressionnée? et je lui ai demandé une signature et je suis partie, mais il attendait qu'on lui dise quelque chose, mais j'étais tétanisée en fait. Moi, voilà, il a été une de mes portes d'entrée justement vers des auteurs, alors pas forcément que littérature arabe, mais tu vois, auteurs racisés qui racontent un peu d'autres histoires. Et vraiment, ce qui me plaît encore chez lui, parce qu'il est certainement problématique sur des discours politiques ou autres, mais vraiment son talent de conteur en fait. Et je C'est pense ça. que c'est ça qui plaît, qui fait que Samarcande est cité régulièrement, mais pas que ce livre-là, mais c'est vrai que celui-ci est peut-être Il est le plus incroyable. emblématique. Vraiment, voilà. C'est-à-dire qu'il peut me raconter voilà, n'importe quoi en fait, mais il va le faire tellement bien que
déjà on est prise en fait. Donc c'est le voyage de ce conte en fait, de cette histoire qui va être intéressant. Et en plus, les histoires qu'il raconte sont passionnantes. Donc il y a vraiment les deux. Il fait un travail d'historien aussi, parce Ouais. qu'il parle de Omar Khayyam, des assassins. Ce livre réunit tout, en fait. Vraiment, c'est une pépite. Je pense que tu valide valides ce premier choix largement. Il y a celui-là, et je dirais aussi, dans un registre un peu plus différent, Soufi mon amour, d'Elif Shafak aussi. Je survalide ce Tu deuxième-là, survalides. mais Ah bien non, entendu. mais celui-là, Et je pour pense... moi, c'est presque l'équivalente féminine dans sa manière de conter, d'aborder vraiment C'est l'histoire, une vraie etc. conteuse. Et puis elle a tout cet aspect aussi assez mystique, moi que j'aime beaucoup quand je lis des ouvrages de littérature arabe. Ah non, c'est Qui incroyable. pour le coup n'est pas arabe. Pour le coup, oui, mais on l'assimile un peu parce qu'on est comme ça. On a tendance à... Arabo-musulmane. Allez, soyons fous. Mais oui, Elif Shafak, clairement, c'est En fait, un écrivain, c'est surtout un bon conteur. Ouais. C'est ça, c'est savoir raconter des histoires. Et puis les gens aiment les belles histoires, donc c'est l'histoire et comment il ou elle la raconte aussi. Parce que du coup, avec une belle histoire, tu peux aussi la raconter de manière très intéressante et finalement pas toucher les gens, quoi. C'est fait intelligemment et c'est fait... dans le cas de Samarcande, c'est des faits historiques qu'il va raconter d'une manière tellement poétique que tu vas t'en souvenir. C'est le meilleur des cours d'histoire que tu puisses jamais prendre, quoi. Alors justement, sur cette question de la mémoire du livre qui t'a touché, je disais dans un live pendant le confinement où moi, les livres qui m'ont plu, donc Samarcande, quand j'ai dû en reparler, j'ai dû aller le reprendre dans ma bibliothèque pour vraiment me souvenir de quoi il parlait en fait. Est-ce que tu te rappelles de la sensation qu'il a éveillée en toi et pas de l'histoire? Ouais, c'est fou. Je saurais dire qu'il m'a touchée sur certains aspects, certaines scènes, tu vois, je vais garder parce que j'ai été époustouflée et de la sensation d'avoir voyagé dans le temps et géographiquement, d'avoir appris, d'avoir touché un peu du doigt la poésie d'Omar Khayyam que je ne connaissais pas avant. Mais l'histoire complexe et te dire, alors il s'est passé ça et après il s'est passé ça. Après, je l'ai lu il y a très longtemps. Oui, après il y a des conflits géopolitiques, voilà. T'oublies tout ça, mais la sensation... Mais c'était plus la sensation qui me restait que vraiment l'histoire. Et c'est pour ça que j'ai du mal à dire aux gens, va lire ce livre, il parle de ça, de ça, de ça. Je vais plutôt leur dire, lis ce livre, il est magnifique, il m'a bouleversée, ou alors, c'est superbement écrit, et moins sur l'histoire. Donc du coup, les gens sont un peu frustrés. Mais je sais pas si toi, ça te fait ça. C'est pareil, il faut que je récupère le livre pour savoir vraiment de quoi parle l'histoire, mais j'aurai cette sensation, ce goût en fait qui me reste en tête. Donc c'est vraiment une expérience sensorielle en fait, la lecture et les romans en particulier. Donc on a dit Samarcande, Soufi mon amour, est-ce que tu en auras un troisième peut-être ? Qu'est-ce que je peux recommander ? Je sais pas si tu vas valider celui-ci, c'est Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra. Celui-ci, je l'ai pas lu. Tu sais qu'il y a une phrase dans ce livre-là qui a bouleversé ma vie, c'est celui qui passe à côté de la plus belle histoire de sa vie n'aura que l'âge de ses regrets et tous les soupirs du monde ne sauraient bercer son âme. Et j'ai une peur absolue de passer à côté de ma vie. Du coup, cette phrase est ancrée en moi et je me dis, du coup, j'ai envie de tout réaliser dans ma vie. C'est vraiment mon motto, tu vois. C'est à cause de cette phrase du coup que tu t'es lancée dans l'écriture, j'ai envie clairement. Et quand tu regardes le film, cette phrase revient en plus à la fin. Je sais pas si tu as vu l'adaptation ou pas. Non, je suis passée à côté de celui-là. Il faudrait que je m'y mette. Tout est dit et de manière si poétique. Je pense que si une phrase devait résumer Yasmina Khadra, ce serait celle-ci. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui s'intitule « Ce que la littérature doit à Yasmina Khadra » et je suis hyper heureuse parce qu'il l'a vue et qu'il était complètement ravi de la reposter. C'est beau. Mais ce livre-là, lis-le. Ouais, je pense que... Et puis ça parle de l'Algérie, ça va te plaire aussi. Pas de souci. Écoute, merci beaucoup Sarah pour cette discussion. C'était un plaisir. On dit aux auditeurs et aux éditrices de te suivre sur Insta, sur YouTube. Merci beaucoup. Et si c'est pas déjà fait, mais je pense de que lire c'est surtout, déjà fait. De lire les livres que j'ai cités. De lire ceux-là, d'en lire d'autres et de nous donner aussi des recommandations du coup, parce que ça serait dans les deux sens. Et puis si vous avez apprécié cette discussion, n'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous, parce que voilà, c'est ce qui nous fait vivre aussi. Et si surtout vous avez envie de participer à Jamais sans mon livre, comme l'a fait Sarah, Jamais sans mon livre, comme l'a fait Sarah, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou par mail à l'adresse contact@dialna.fr. C'est hyper simple à retenir. Et puis on vous dit rendez-vous au prochain numéro de Jamais sans mon livre. Merci. Merci à tous.